Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Suite à notre épisode sur le deuil périnatal, aujourd'hui Sandrine, tu vas nous parler de ton expérience personnelle. Donc, oui, bonjour Anaïs. Bonjour Sandrine, je suis ravie que tu nous offres ton témoignage pour ce que tu as vécu. Donc on en a un peu parlé hors micro et on expliquait un peu toute la charge émotionnelle que ça comporte et comment chacune peut le vivre. Et du coup, toi aujourd'hui, tu vas nous parler de comment tu l'as vécu. T'avais quel âge la première fois que tu as fait une fausse couche ? Alors en fait, j'ai fait 2 fausses couches et la première fausse couche que j'ai faite, c'est passé après la naissance de mon premier enfant. Donc ça devait être en 2002-2003, je pense. Et peut-être on pourrait, au lieu de dire fausse couche, on pourrait parler d'interruption spontanée de grossesse. Parce que c'est vrai que dans fausse couche, il y a fausse. Et que en fait, ce n'est pas faux ce qu'on vit. Que ce soit à quel que soit le moment où la grossesse s'interrompt de façon spontanée, ce n'est pas faux. Enfin, on vit et on ressent physiquement les transformations déjà de notre corps. On a déjà pu s'imaginer avec l'enfant. Je préférerais qu'on dise une interruption spontanée de grossesse. Et pour toi, cette interruption, elle a eu lieu à quel stade de la grossesse ? Assez tôt. J'ai été enceinte de 6 semaines. Suffisamment tard aussi pour être au courant de cette grossesse. Ah oui, et puis moi j'ai un corps, à chaque fois que j'ai porté la vie, ça c'est tout de suite, je l'ai tout de suite senti en fait. Alors j'ai vraiment senti quand il y a eu, en tout cas dans les 2-3 jours qui ont suivi la fécondation, j'ai tout de suite su que j'étais enceinte. Mon corps se transformait tout de suite. Au final, effectivement, 6 semaines, ça peut être déjà... c'est assez court pour toute l'équipe médicale autour, mais en tout cas, pour moi, c'était déjà... je m'étais déjà imaginée, effectivement, avec mon bébé. On s'était déjà projeté avec mon mari. Voilà, c'était... Oui, c'est déjà assez tard. J'avais déjà les seins qui s'étaient transformés, qui avaient pris du volume. Mon ventre, pareil. Ouais, je me sentais habitée en fait, vraiment. Et ça s'est passé comment pour toi ? Est-ce que tu l'as su ? Et c'était comment tu l'as su ? Est-ce que c'est lors d'une échographie, d'un examen médical, ou est-ce que déjà tu t'as ressenti dans ton corps ? Non, pas du tout. Alors pour la première grossesse, donc de notre fils qui est bien vivant et qui est en bonne santé, qui va bientôt fêter ses 21 ans. J'avais eu des contractions. J'ai toujours eu beaucoup de contractions dès le départ de mes grossesses. Mais je me sentais sereine. Pour cette grossesse-là qui a suivi, je me sentais fatiguée, je me sentais énervée. J'avais l'impression que voilà, ça se déroulait pas forcément comme la précédente. Dès le début. Dès le départ. Et en fait, ce qui s'est passé, je me rappelle très bien, c'est on était à un repas de famille. Ma cousine a voulu me parler, m'a fait une confidence sur un secret de famille très lourd. Et en fait, j'ai senti la mort en moi s'installer, vraiment. Comme vraiment la mort qui venait dans mon corps en fait. Je suis, voilà, une fois qu'elle m'a eu dit son secret, on est ressorti de là. J'ai dû faire bonne figure face à toute la famille parce que c'était un repas de fête.
Mais j'ai senti en moi que mon corps s'était glacé, enfin vraiment que la mort est venue en moi. Voilà. Ça, c'était un 1er novembre. Et j'ai continué de vivre, oui, j'ai continué ma grossesse. J'avais l'impression que ma grossesse continuait. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment senti la mort s'installer en moi, vraiment un froid glacial. Ça m'a vraiment interpellée. Mais entre ce moment-là et le moment où il y a eu la naissance de ce petit embryon, il s'est passé un mois pendant lequel je me suis beaucoup interrogée, mais je pensais pas que c'était ça en fait. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai senti que la mort s'était installée en moi, mais je me suis pas dit. Je voulais encore y croire en fait. Je voulais vraiment y croire. Effectivement, pendant tout ce mois-là, je me suis sentie fatiguée, énervée, pas très en forme, avec des contractions. Mais j'avais cette sensation qu'il se passait quelque chose et je l'ai très bien senti. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à saigner 1 mois plus tard que du coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, il y a 1 mois de ça, j'ai senti la mort s'installer. Et finalement, je pense que ma grossesse s'est arrêtée à ce moment-là. Ok. Donc, j'ai commencé à saigner, des petites pertes marron. J'étais à la fac, puisqu'à l'époque, je faisais des études de psycho. À la fac sur Lyon, j'habitais déjà en Savoie. Je rentre, je dis ça à mon mari. On fait le choix d'aller en maternité pour faire un contrôle. J'ai été accueillie très mal. J'ai été très mal accueillie par la sage-femme qui n'a même pas voulu, enfin la sage-femme, je pense même que c'était une gynéco, la gynéco de garde, qui n'a même pas voulu que mon mari vienne avec moi pendant l'échographie, qui m'a posé des questions, qui m'a demandé ce que je faisais. Donc je lui ai expliqué que j'étais en études, que je faisais des études de psycho, que j'avais eu des saignements, que ma sage-femme, que ma gynéco qui me suivait à l'époque sur Lyon m'avait toujours dit que s'il y avait le moindre petit saignement, il fallait que j'aille consulter, chose que je faisais aujourd'hui. Et en fait là, elle s'est moquée de moi en disant ah oui, vous faites des études de psycho et vous allez sur Lyon faire vos études alors que vous êtes enceinte. Enfin, tu vois, elle m'a culpabilisée, elle a cherché à me culpabiliser. J'étais seule face à elle, hein. Elle n'a pas voulu que mon mari rentre avec moi pour faire cet examen de contrôle. Donc là, je ne me suis pas laissée faire. Je lui ai clairement dit que je ne lui permettais pas de me juger. En gros, elle insinuait que j'avais pris des risques et qu'il fallait que je sache ce que je voulais, si je voulais être enceinte ou si... Et du coup, je lui ai clairement dit que en fait, j'étais là pour un contrôle, que ce que je lui demandais, c'était ses compétences médicales, qu'elle me dise si oui ou non la grossesse s'était arrêtée et que je ne voulais pas qu'elle me juge sur qui j'étais et sur le comment j'en étais arrivée là. Voilà. Okay. Donc ça a été très rude. Déjà. Elle m'a dit que... Alors, je ne me rappelle même plus. Je pense que elle m'a dit que... Je crois que le cœur battait, en fait, à ce moment-là. Et du coup, je suis repartie... Enfin, j'étais vraiment super en colère d'avoir été accueillie comme ça à l'hôpital, que Jean-Luc ne puisse pas venir même avec moi. Et en fait, je suis rentrée chez moi et puis ça, c'était le début des saignements et puis ça n'a jamais cessé en fait. Donc j'ai appelé ma sage-femme, ma gynéco qui me suivait à l'époque sur Lyon. Et effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je me souviens plus, en fait, c'est assez flou. Je suis retournée à l'hôpital pour refaire un contrôle et là, je pense qu'effectivement, le cœur du bébé s'était arrêté. Et j'ai vraiment le moment où j'ai vécu
la naissance de ce petit embryon, c'était la veille du repas où on avait invité nos parents respectifs pour leur annoncer la naissance. La grossesse. Et au final, on a dû les appeler et en même temps, ça a dû être terrible pour eux parce que on les a appelés pour leur dire que c'était pas possible qu'on les accueille le lendemain, que j'étais en train de donner naissance à un bébé qui était un embryon qui n'était plus vivable, plus vivant, et ils ont appris ça en même temps en fait. En même temps, ils ont su que j'étais enceinte et en même temps, ils ont su que c'était la fin. Donc ça a dû être terrible pour eux. Et moi, je me rappelle, j'étais dans mon lit, j'avais très mal et je l'associe vraiment à une véritable naissance, bien que j'en étais à 6 semaines de grossesse et que l'embryon était vraiment tout petit. Mais en tout cas, je l'associe vraiment à une naissance. J'ai eu des douleurs dans le dos incroyables, j'avais des contractions, je saignais, c'était vraiment intense pendant 48 heures. Ouais, voilà. Et puis après, pendant 1 semaine, je me suis repliée sur moi-même. J'ai rappelé la gynéco qui, elle, m'avait vraiment tout expliqué. Je savais où j'allais. Et en fait, tout s'est déroulé comme elle me l'a expliqué. Donc ça m'a vraiment beaucoup rassurée. J'ai continué de saigner pendant 1 semaine ensuite. Donc le déroulement, là, c'était toi, t'as rien fait de particulier. La fausse couche, elle s'est... c'est pas un joli mot non plus, mais on dit évacuer toute seule en fait. Le bébé, il est sorti naturellement. Oui. Parce que parfois, il y a besoin d'intervention, même au niveau médical. Oui, non, là, ça s'est passé à la maison, où on était tous les deux avec notre petit loulou qui avait 1 an et demi, grosso modo. C'était assez intense. Moi, du coup, Jean-Luc, il était pris entre moi et puis notre enfant, qui était déjà là. Du coup, c'était... je l'ai vécu assez seule, finalement. Je pense que j'avais pas forcément envie d'être entourée. Et je me suis... après, voilà... J'ai beaucoup saigné, donc à un moment donné, j'étais au-dessus des toilettes, j'ai senti que l'embryon naissait, et j'ai eu le courage de vérifier. C'était malgré tout assez petit, mais ça faisait quand même une sorte de petite boule. Une noix, la taille d'une noix. Un peu plus gros, un petit peu plus gros. Et du coup, j'ai quand même vérifié comment c'était à l'intérieur. C'était assez dur. En même temps, je trouve que c'est un peu glauque de faire ça, mais j'avais besoin de ça pour être sûre en fait que c'était la fin. Et donc je me rappelle très bien. J'étais dans les toilettes, je vérifiais, j'essayais de chercher. J'ai pas forcément vu de forme parce que ça faisait une espèce de boule avec des amas quand même tout autour, mais en tout cas oui, il devait être déjà constitué à 6 semaines, il était déjà plus ou moins formé, donc voilà. Et puis ensuite j'ai tiré la chasse parce qu'il y a de ça 21 ans maintenant, 19 ans. Et du coup, je savais pas à l'époque que j'aurais pu en faire des rituels. Faire des rituels. Je crois qu'il y a plein de femmes, et c'est aussi hyper important de le poser ici, peut-être qu'ils sont même pas au courant de ce qu'on peut faire. C'est ça. Et que tout simplement, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Il y a un côté, on a peut-être juste envie de tirer la chasse d'eau et que ça disparaisse, comme si on allait réussir à effacer aussi les traces de la souffrance que ça représente, de vivre une fausse couche, Oui, alors après, je sais pas, parce qu'effectivement, à l'époque, c'est ce qui s'est passé pour moi. En même temps, cette fausse couche, en tout cas, c'est tellement inscrite dans mon corps, et j'ai tellement eu du mal à faire le deuil de cette fausse couche. Tu veux dire, elle s'est inscrite de quelle manière ? Elle s'est inscrite
pour moi, j'ai encore un ventre de femme enceinte. Depuis cette fausse couche-là. Depuis cette fausse couche. C'est quelque chose que j'ai dit à certaines personnes, mais que je n'ai pas dit à d'autres. C'est encore assez tabou, tu vois. Et moi, en tout cas, pendant une semaine, suite à ça, je me suis recroquevillée sur moi. Sacha allait chez la nounou, en fait, j'ai pas voulu l'emmener, j'ai pas voulu parler à cette nounou, alors que je m'entendais vraiment très bien avec elle. Mais en tout cas, c'est vraiment Jean-Luc qui a pris le relais et qui a été l'emmener à chaque fois, tous les jours, tout ça. Et je suis pas allée en cours. Enfin, je me rappelle, j'étais vraiment en position fœtus sur mon canapé. J'avais envie de rien, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et puis, ça a duré une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, un peu comme si j'étais un peu comme si je renaissais entre guillemets, tu vois, en tant que femme, en tant que maman. Mais je sais que ça s'est vraiment inscrit dans mon corps et que ça s'est inscrit et que j'ai gardé ce ventre de femme enceinte pendant très 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 longtemps, au point que tout le monde à l'extérieur croyait que j'étais enceinte, alors que j'ai eu d'autres enfants et que, tu vois, et que du coup les gens me disent « Ah, c'est super, t'es enceinte !» Non, en fait, je ne suis pas enceinte. Du coup, ça les mettait mal. Et moi, finalement, j'avais l'habitude. Donc, je disais « C'est pas grave, c'est ok pour moi. » Mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Et en fait, je pense que j'ai mis vraiment 17 ans pour clore cette histoire. De quoi t'aurais eu besoin à ce moment-là, tu penses, pour t'accompagner? J'aurais eu besoin qu'on me dise que c'était possible de faire un rituel, par exemple. Quel genre de rituel, par exemple? Des rituels. Toi, t'aurais eu besoin des rituels pour célébrer mon corps qui avait porté la vie. Des rituels pour dire que oui, ce n'était pas faux. Ça avait vraiment existé. Peut-être aussi et très certainement des rituels pour célébrer cette petite âme qui s'était installée tout au creux de mon ventre et qui finalement est arrivée comme elle est repartie, sans la célébrer, sans la reconnaître. Parce que c'était bien trop tôt pour pouvoir l'inscrire dans notre carnet, notre livret de famille par exemple, tu vois. Donc effectivement, elle a laissé une trace dans mon ventre, elle a laissé une trace dans mon cœur, mais les enfants savent, mais au vu et au su de tout le monde, elle n'existe pas forcément. Et tu crois que c'est ça qui est le plus souffrant pour toi, qui a été le plus souffrant en tout cas? Je pense que si y avait eu des petites choses comme ça de fait, tu vois, après je parle pas de grands rituels, mais tu vois, je sais pas, peut-être allumer une petite bougie, lui écrire une lettre, moi peut-être me faire masser ou me faire cocooner pour dire que oui, effectivement, mon corps avait bien porté cette vie et cette petite âme. Peut-être que j'aurais pas eu besoin que mon corps grossisse à ce point-là pour que ce soit au vu et au su de tout le monde. Ok, ouais. Ouais, j'entends ce que tu dis. Comme si, effectivement, j'avais pas été reconnue dans cette maternité-là et que du coup, pour continuer de la faire vivre, puisqu'elle vivait pour personne, il fallait que j'ai un ventre de femme enceinte, en fait. Tu vois ? Et mais ça, je le conscientise maintenant. Enfin, je l'ai conscientisé il y a quelques années. Mais pendant toutes ces années-là, même si j'ai travaillé sur cette première interruption spontanée de grossesse, j'avais pas vraiment pris conscience de tout ça. Et en fait, c'est il y a 2 ans de ça maintenant, pour les présentations des travaux de fin d'études des doulas. Moi, j'ai été longtemps référente de doula en chemin.
Et à la fin, toute fin de formation, on fait une journée où elles présentent leurs travaux. Et c'était un jour où il y a presque que des femmes, où on était toutes ensemble. Et ça faisait déjà un petit moment que je ne saignais plus parce que j'étais déjà en chemin vers ma femme sage. Et c'était la veille de cette date anniversaire, en fait. Ok. C'était le 30 novembre. Et moi, j'ai fait le petit embryon est né un 1er décembre. Et du coup... Non, un 30 novembre. Un 30 novembre. Et en fait, c'était ce week-end-là. Et je me rappelle avoir été aux toilettes, parce que j'avais besoin de faire pipi. Et je me suis mise à saigner. Et je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas saigné. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, bref, la journée se passe. J'étais pas super bien quand même. Mais la journée se passe. J'avais ce qu'il fallait pour pouvoir recueillir mon sang. Donc, pas de panique de ce côté-là. Et c'est le soir, en fait, quand je suis rentrée chez moi, sur le chemin du trajet, que j'ai fait le lien. Et que je me suis dit, ah oui, en fait, là, j'étais entourée de plein de femmes, que des doulas. Donc on connaît l'intensité de nos liens, cette capacité à pouvoir accueillir l'autre sans chercher à savoir pourquoi elle est comme ça. Et du coup c'est le soir dans le trajet en fait que je me suis dit, mais il était super tard, ça devait être minuit, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi. Et pour moi en fait, le fait de saigner ce jour-là, 17 ans après, ça a clos. Ça, c'est venu clore ces 17 ans qui s'est écoulé entre ce moment où ce petit embryon est né et le moment où moi c'était ok pour moi en fait de clore cette histoire-là et de la reconnaître. Alors j'avais fait plein de choses entre temps, j'avais travaillé sur moi, j'avais été voir plein de personnes pour pouvoir essayer de comprendre, de mettre des mots, mais ça s'est clos ce 30 novembre-là 2019. C'est marrant parce que je trouve que c'est vraiment venu guérir. J'ai l'impression, tout à l'heure quand je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là dans cette interruption de grossesse, et tu m'as dit j'étais seule, c'était d'être entourée. Et finalement, ce jour-là, tu t'es retrouvée entourée de plein de doulas qui sont là pour vraiment accompagner les femmes dans toutes ces périodes de vie, toutes ces transitions, tout ce chemin de femme. Et là, il y avait toutes ces femmes. Oui. Peut-être qu'il y a 17 ans, tu étais toute seule, mais là, elles étaient toutes autour de toi pour ça, quoi. C'est juste trop beau. Ouais, c'est très beau. Et puis, tu vois, j'ai eu aussi un autre... épisode très marquant dans ma vie de femme en fait, et j'étais vraiment très très mal en point, mais j'ai choisi d'aller à un week-end organisé par les doulas pour pouvoir être avec elles, parce que je savais que j'avais besoin d'un cocon, j'avais besoin de me sentir en sécurité. Non pas que je suis pas en sécurité chez moi, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, avec les enfants, mon mari, c'est un homme, il a pas du tout, il est très très fin et très subtil, mais il a pas eu cette perception-là à ce moment-là, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça en fait, j'ai eu besoin de me sentir en sécurité avec des femmes qui pourraient m'accueillir, dans qui j'étais, dans toutes les souffrances que j'avais, sans me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es comme ça, mais juste être là autour de moi en fait, tout en douceur, tout en légèreté, tu vois, et m'entourer en fait simplement avec tout leur amour, toute leur bienveillance, tout leur respect, de façon très simple. La qualité de présence et la qualité de présence, voilà, et d'écoute, tu vois. J'ai en plus, dans ces groupes de doula, il y a toujours
quelques doulas qui sont vraiment chères à mon cœur, donc encore plus que les autres. Et du coup, bah oui, forcément, c'était super important pour moi de me sentir entourée. Et en fait, quand je me suis remise à saigner le 30 novembre 2019, j'avais déjà entamé un processus pour me libérer de tout ce poids qui s'était inscrit en moi, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé ça chouette de me dire « Ah, génial, en fait, ça vient vraiment ritualiser une étape qui a été enclenchée déjà quelques mois avant pour me sentir bien à nouveau dans mon corps, pour retrouver un corps de femme plus enceinte. Et c'était pour moi ok de laisser partir cette petite âme et de lui dire « Ok, tu m'as accompagnée pendant 17 ans. Maintenant, j'ai besoin que tu reprennes ton envol. Peut-être on peut se dire au revoir. » Et vraiment, tu vois, ça a été vraiment comme ça que je l'ai vécu, en fait. Ouais, ça a été intense. Et maintenant, quand les gens me voient, ils me demandent plus si je suis enceinte. Tu vois, le processus continue. Aussi parce que j'ai mis d'autres choses en place, avec ton accompagnement, Anaïs, aussi en naturopathie, puis toute ma volonté de cheminer autrement. Mais tu as raison, c'est hyper important, l'aspect émotionnel, il est tellement... Tout est là. Après, la naturo, oui, on a les clés, mais c'est des tout petits ajustements, finalement. Donc, voilà pour cette première interruption de grossesse spontanée. Et puis, après, on a eu un autre enfant. Où là tout s'est super bien déroulé, la grossesse à nouveau super bien. Bon, j'avais des contractions, mais je me sentais pas inquiète et énervée en fait. Et puis quelques temps après, on décide d'avoir un autre enfant. Donc je suis enceinte. Et là, pareil, rebelote, je me sentais énervée, je me sentais fatiguée, je me sentais pas sereine. Et là, ça correspondait aussi à une période où en fait ce bébé, s'il avait continué son chemin en moi, il avait une date prévue de naissance à la date anniversaire de ma maman. Et c'était une période où ma maman avait était en traitement pour un cancer qui s'était... Elle a eu un premier cancer à la naissance de notre premier enfant qui a été soigné. Elle a récidivé une première fois, puis une troisième fois. Et en fait, ce bébé qui s'était installé tout au creux de moi, s'il avait dû naître, aurait pu naître le jour de la naissance de ma maman. Et comme ma maman était en radiothérapie, en chimiothérapie, enfin le cocktail Molotov, on savait pas trop comment ça allait se passer. Pour moi, je pense que c'était pas possible. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce bébé n'est pas resté. Et là, j'ai vraiment senti que c'était ok pour moi de l'accompagner sur ce chemin-là. J'ai reconnu les signes. Ça s'est passé un peu comme la première, où je me suis mise à saigner de plus en plus. L'embryon est né. Là, pareil, rebelote, j'ai refait ce que j'avais fait, c'est-à-dire vérifier et puis ensuite tirer la chasse d'eau. Mais cette grossesse-là, je ne me suis jamais sentie très impactée par cette grossesse-là, en fait. Pour moi, c'était ok, j'avais reconnu les signes, je l'avais accompagnée, enfin en tout cas, je m'étais accompagnée. D'ailleurs, je l'ai vécu de façon beaucoup moins douloureuse. Je me rappelle, je venais faire le test pour savoir si j'étais enceinte. J'étais enceinte. Le soir, on a bu l'apéritif chez des voisins. Je me suis mise à saigner. Je me suis dit, ouch, là, c'est pas bon. J'avais jamais eu de saignement pour les grossesses qui se sont bien déroulées, qui ont été à terme. Et c'était la veille ou l'avant-veille de notre départ en vacances.
Et mon mari me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas partir. Et je lui dis, ah si, on va partir en fait. On va partir parce que tant qu'à faire, autant le vivre un peu au soleil plutôt qu'à la maison. Double punition, quoi, sinon façon, pas de vacances, pas de bébé. Je sais de toute façon ce qui va se passer. Je peux me mettre en lien avec la gynéco qui me suit, donc il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'on a fait en fait. On est parti. Le trajet, ça a été quand même un petit peu compliqué parce que j'avais des saignements, j'avais des contractions. Et puis 1 ou 2 jours après, voilà, ça s'est passé dans les toilettes au soleil. J'ai quand même appelé la gynéco pour lui expliquer, pour lui dire. Elle m'a redit que ça allait, voilà, que j'allais saigner pendant environ 8 jours et qu'après on ferait une échographie de contrôle. Ce serait chouette de pouvoir vérifier. Enfin, chouette, c'est pas le bon terme, mais c'était important de pouvoir vérifier. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et je l'ai vraiment mieux vécu, en fait. Ça a été beaucoup plus léger. Et j'ai pas l'impression que ce soit cette grossesse-là qui soit engrammée dans mon corps, tu vois. Parce que pour moi, c'était OK. Ouais, c'était plus fluide et plus... Puis peut-être t'étais riche aussi de ta première expérience. Ah oui, ça, je l'ai T'avais vécu une deuxième grossesse. Ouais. Il y a aussi beaucoup de choses. Effectivement, je connaissais mes capacités à pouvoir donner la vie et à pouvoir porter la vie. Donc, j'ai beaucoup plus rationalisé cette perte-là, de me dire, c'est comme ça, voilà. Mais et puis, tu vois, en fait, c'était un peu la suite logique de comment je m'étais sentie pendant... Là, je l'ai faite à 5 semaines. Ça s'est passé à 5 semaines, donc c'était un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, déjà, dès les premiers débuts, je me suis sentie inquiète, je me suis sentie énervée, je me suis sentie pas bien. Et en fait, c'était un peu comme si c'était le chemin logique finalement. Là, il n'y avait pas de surprise. Je me suis dit, je me sens pas super bien, je pense qu'il y a quelque chose, et que finalement ça s'est concrétisé et que pour moi c'était beaucoup plus tranquille. Oui, bien sûr. Donc voilà. Merci Sandrine pour ton précieux témoignage qui va parler à beaucoup de femmes, j'en suis sûre. C'est un moment vraiment qui peut être éprouvant comme tu l'as témoigné et du coup... Oui, c'est éprouvant et puis tu vois, surtout, souvent on dit aussi aux couples, enfin moi en tout cas je le dis pas, mais il y en a plein, en tout cas le personnel médical, et puis même l'entourage souvent dit « Oh mais il ne faut pas annoncer la grossesse avant les 3 premiers mois. » Et en fin de compte, moi finalement je l'ai toujours annoncé. Alors peut-être que pour Sacha j'ai attendu un petit peu, mais je pense que mes parents et mes beaux-parents étaient prévenus assez tôt en fait. Et en fait, après, comme à chaque fois, j'ai senti que si ça allait bien se passer ou pas, je l'ai quand même dit parce que effectivement, je pense que quand tu attends les 3 mois, si tu fais une fausse couche pendant ces 3 mois-là, ça te rend encore plus invisible. C'est intéressant ce que tu dis parce que... Et du coup, c'est compliqué pour dire, en fait, j'ai fait une fausse couche quand les gens ne le savent pas. Enfin, tu vois, moi, je me suis retrouvée dans cette posture-là et je pense que ça a été violent pour nos parents respectifs d'apprendre la grossesse, mais d'apprendre aussi l'arrêt de cette grossesse. Et finalement, le fait de pouvoir le dire, même si c'est tôt, n'empêche que si jamais il se passe une interruption spontanée de grossesse, l'entourage autour est prévenu, le sait, et peut être aussi peut-être plus soutenant. Oui, parce que moi, je suis toujours partie de ce postulat-là aussi, de le dire rapidement, en disant, je me souviens de dire à mon mari, mais en fait, si je fais une fausse couche, les personnes à qui je fais le choix de le dire là avant 3 mois, j'ai envie qu'elles soient au courant et j'aurais envie de partager ça et j'aurais envie d'avoir leur soutien, leur présence en cas de fausse couche. Donc oui. Oui, parce que tu vois, sur les 2 fausses couches que j'ai faites, il y en a qui ont su pour la première, il y en a qui ont su pour la deuxième. Il y en a quelques-uns qui ont su pour les 2, mais tu vois, il y a cette... Bon, alors après, c'est tranquille parce que moi j'en parle, il n'y a pas de problème, mais les enfants sont au courant, puisque forcément, du coup, ça décale aussi le fait de faire une fausse couche. Bien sûr. Ça décale aussi le rang de l'enfant qui est suivant, tu vois.
Nous, Misha, en fait, c'est le 2e enfant vivant, mais au final, c'est le 3e. Et puis Lyosha, c'est le 3e enfant vivant, mais au final, c'est le 5e. Et Masha, c'est pas la 4e, mais c'est la 6e. Et oui. Et dans leur rôle, dans leur place respective au sein de la famille, ça a forcément un impact. Tout à fait, ça c'est important, on commence à en parler de plus en plus, oui. mais de le dire ici. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas de livre de référence là-dessus, et si jamais là, nos auditrices peuvent nous témoigner et donner des références, ça serait super, parce que je m'interroge vraiment beaucoup. Sur le transgénérationnel, il y a beaucoup Anne Ancelin Schüsselberger qui parle aussi de tout ça, de ses positionnements. Ah, elle en parle de ça si, on peut regarder. Ouais, parce que je la connais effectivement, mais je pas tous ces dans certains de ses ouvrages, elle évoque l'importance de la place dans la fratrie et du rôle. On n'a pas le même rôle quand on est le 1er, 2e, 3e. Mais oui, et puis de toute façon, en plus, on sait que à chaque grossesse, il reste des cellules de l'enfant qui a été porté. Donc ça veut dire, moi je le vois bien dans mon lien avec Misha, tu vois, il est hyper impacté par ça. Lyosha, pas du tout, mais Misha, je sais qu'il est hyper impacté par ça. Et forcément, tous les deux ont des cellules de cet enfant qui a été tout au creux de mon ventre avant eux. Et du coup, bien sûr que ça a un impact. Et puis aussi le fait de le dire, je pense, et de ne pas attendre les 3 mois de grossesse, c'est super important, effectivement, pour avoir du soutien, pour peut-être être tout en présence et en pleine présence, sans poser des questions, mais aussi ouvrir et offrir cet espace-là aux parents. Parce que j'ai beaucoup parlé de moi, mais effectivement, dans ces moments-là, on oublie souvent le papa et on ne prend pas du tout en considération ce que peut vivre le père. Et être là en présence et offrir peut-être juste cet espace aux parents pour qu'ils puissent, s'ils ont besoin, parler de cet enfant qui a été de passage et qui n'est plus, mais qui a quand même été là à un moment donné, le rendre visible, tu vois, sortir de l'invisible, parce que ça c'est super important en fait, être reconnu dans le fait d'avoir porté la vie, puis reconnaître cette petite âme qui a été de passage, je pense que c'est vraiment important, et pouvoir offrir un espace comme ça, juste de parole et d'accueil. C'est sûr que c'est hyper tabou et que c'est hyper difficile pour les gens qui sont autour, parce qu'ils savent pas trop s'il faut poser des questions, qu'est-ce qu'il faut dire. Ils peuvent aussi des fois avoir des mots très maladroits, du style c'est pas grave en fait, si t'as fait une fausse couche, c'est que forcément cet enfant-là avait un problème. Oui, d'accord, mais en tout cas ça n'empêche pas que moi, dans mon cœur et dans mon corps, je puisse être triste et je puisse avoir besoin de temps pour pouvoir intégrer ce chemin et ce bébé et tout ce qui s'est passé en fait. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Anaïs de pouvoir permettre ça aussi. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt.